Comme tout langage de programmation, le langage Python évolue. Nouvelles fonctionnalités, gain de performance, syntaxe plus efficace. Début octobre 2021, la version 3.10 de Python est apparue. Eh bien, je vous propose de découvrir ensemble et dans le détail les nouveautés les plus importantes de cette version. On commence. Je vais vous présenter 4 améliorations. On va d'abord voir le match case et la correspondance structurelle. C'est selon moi la fonctionnalité la plus importante qui a été introduite sur cette nouvelle version. Ensuite, on va parler de l'amélioration des messages d'erreur et vous verrez que dans certains cas, vous allez gagner du temps. L'union de types, c'est une amélioration de syntaxe et on terminera par la vérification de la longueur des objets zip. Vous êtes prêts? On commence sur cette version 3.10. La correspondance structurelle, Structural Pattern Matching en anglais, c'est une des fonctionnalités les plus importantes qui ont été introduites sur cette version de Python 3.10. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez que quand on fait par exemple if a égale 10, si on a une variable a égale 5 par exemple, on est en train de tester la valeur. Et ici, on va pouvoir mettre du code. La correspondance structurelle, c'est qu'on va pouvoir tester la structure des données. On va y venir dans un instant, mais juste avant, je vais vous parler de ce qu'on appelle le switch case. Le switch case, c'est une fonctionnalité qui existe dans la majorité des langages de programmation, mais pas sur le langage Python. Par contre, sur le langage Python version 3.10, ils ont introduit cette fonctionnalité qu'ils ont appelée le match case, qui est l'équivalent de switch case, mais en plus puissant et qui permet notamment de faire cette correspondance structurelle. Alors, qu'est-ce que c'est le switch case? Qu'est-ce que c'est le match case? Comment ça marche? Eh bien, je vais partir d'un exemple simple. On va dire que, par exemple, on aimerait bien faire un bot de chat, mais simplissime. C'est juste pour un exemple. Et on va dire que on va nous demander de parler. Parlez-moi. Et on va enregistrer une phrase. Très bien. Et en fonction de ce qu'on va dire à ce bot, eh bien, le bot va réagir. Alors, je parle de bot, mais là, on est sur quelque chose de simplissime. Par exemple, si on a dit... Si la phrase c'était égal à « Bonjour », à ce moment-là, on va afficher « Bonjour, comment allez-vous » Et on va pouvoir gérer d'autres cas. On va faire un bloc if, else if, etc. Sinon, elif, si la phrase c'est « Bien », parce qu'on aura répondu à cette question-là, eh bien on va dire « Print, je vais bien aussi ». Sauf qu'on pourrait légèrement améliorer ici, parce qu'on va dire « Bonjour » ou bien on pourrait dire « Hello », donc on va faire un « or » ou bien la phrase est égale à hello, ou bien la phrase est égale à salut. Et si on avait dit quelque chose d'autre, else, on va dire je n'ai pas compris. Là, bien sûr, si je lance tel quel, parlez-moi, je vais dire n'importe quoi, je n'ai pas compris, fin de l'histoire. Il faudrait qu'on puisse reboucler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est artificiellement faire une boucle infinie, while true, et on va faire boucler tout ce code de manière infinie. Cette fois-ci, si je relance, parlez-moi, je dis n'importe quoi, je n'ai pas compris. Je dis hello, bonjour, comment allez-vous? Bien, je vais bien, moi aussi. Ok. Et on pourrait très bien quitter le chat en disant bye, et dans ce cas-là, on va dire au revoir. Et on va quitter la boucle. Pour sortir d'une boucle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un break. On ne fait pas de return ici. Return, c'est pour sortir d'une fonction. On est dans le programme principal, on n'est pas dans une fonction, on ne peut pas faire return. On peut faire un exit pour quitter le programme, c'est vrai, ça marcherait aussi. Mais break permet de sortir de la boucle. Et donc, après la boucle, on n'a plus rien. On va sortir automatiquement du programme. Je vais faire un CTRL-C et je relance. Parlez-moi. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, on va dire bye directement. Et là, on sort. Au revoir. Très bien. Pour l'instant, on a juste utilisé un while, des if, c'est des choses qui sont déjà disponibles dans des versions antérieures que la version 3.10 de Python. On n'a rien utilisé de nouveau ici. Mais je vais vous montrer comment écrire ça d'une autre façon, notamment en utilisant le match case. Match, ça veut dire correspondre en anglais. Et case, ça veut dire cas. On va pouvoir faire correspondre à différents cas. Et nous ici, c'est quoi les différents cas? Eh bien, c'est les différents cas qui concernent la phrase. Parce que si la phrase, elle contient bonjour ou hello ou salut, on va faire telle chose. Et sinon, si la phrase, elle est égale à bien, on va faire ça. Et sinon, si la phrase, elle est égale à bye, on va faire au revoir. Et sinon, dans tous les autres cas, on va dire je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça autrement, notamment avec le match case? Eh bien, je vais vous montrer. On va commenter tout ce code. Et je vais vous montrer que grâce au match case, on va pouvoir écrire ça avec une syntaxe un peu plus concise. On va reprendre notre while true pour cet exemple, ou bien on le mettra après à la fin.
En tout cas, on va refaire cette partie-là. La phrase, ça on la récupère, ça ne change pas. Par contre, à partir d'ici, on va gérer tous les différents cas. On va gérer les cas pour la phrase match, phrase 2 points. Ici, on voit que le mot match, il est souligné. C'est parce que cette version de Visual Studio Code ne prend pas en compte la version de Python 3.10. Mais c'est pas grave, c'est juste un indicateur. Ça ne veut pas dire qu'à l'exécution, on aura un problème. Vous voyez que je suis bien sur Python 3.10 ici. C'est juste un problème de mise à jour au niveau de la gestion de la syntaxe. Mais aucune importance pour nous. Match, phrase. Et là, on va mettre les différents cas. Case. Premier cas, c'est que phrase est égale à bonjour. Et au lieu de marquer phrase égale bonjour, vu qu'on regarde tous les cas sur la phrase, on va juste mettre bonjour. Case, bonjour, 2 points. Et à ce moment-là, on va dire bonjour, comment allez-vous? Vous voyez qu'on n'a pas besoin de remettre phrase égale quelque chose. Et ensuite, si on veut mettre les or et les différentes conditions ici, eh bien on va juste mettre le caractère pipe pour faire le ou, et là on va mettre les autres chaînes de caractères. Hello et salut. Vous voyez, la syntaxe, elle est plus légère que d'écrire ça. Bon, c'est du détail encore une fois. On est sur des petites améliorations de Python, introduites de version en version. On n'est pas en train de refaire tout le langage. Ce sont des petites améliorations, mais vous allez voir que non seulement on va faire ça, et en plus derrière, on va pouvoir tester les structures. On va y venir juste après. Et pour l'instant, je continue sur cet exemple. Deuxième cas, eh bien je remets un case. C'est bien, directement. Est-ce que phrase égale bien? Dans ce cas, on va faire un print, je vais bien aussi. Et ensuite, case, bye, au revoir. Et on va faire le print au revoir et le break. 2 points. Maintenant, comment gérer tous les cas? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le wildcard. En anglais, ça s'écrit comme ça, wildcard. Ça veut dire, entre guillemets, le joker. C'est tous les autres cas possibles, toutes les possibilités. Et ce wildcard, c'est l'underscore. Donc là, on va faire un case underscore, 2 points. Et là, c'est tous les autres cas. Dans ce cas-là, je n'ai pas compris. Et notre exemple, comme l'exemple précédent, on va le mettre dans un while true pour pouvoir relancer ça plusieurs fois. Donc là, je mets des tabs. OK. Je relance. Parlez-moi. Hello. Bonjour, comment allez-vous? Bien. OK. Là, on dit n'importe quoi. Je n'ai pas compris. Bye. On sort. Ça se comporte exactement de la même façon. Dans quel cas on va utiliser if et else if? Et dans quel cas est-ce qu'on va utiliser match case? C'est à vous de voir. Ce sont deux styles d'écriture, mais en général, on va utiliser le match case quand on va avoir beaucoup de cas à gérer sur la même donnée. Ici, on a la phrase, et bien en fonction du contenu de la phrase, on va faire différents cas. Donc c'est vrai que c'est un peu plus léger d'utiliser le match case, mais entre nous, utiliser le if, else if, c'est pas très grave. C'est vrai que ça rend l'écriture un peu plus lourde parce qu'on est obligé de remettre phrase égale quelque chose ou phrase égale quelque chose. Mais fonctionnellement, eh bien, ça fait exactement la même chose. Voilà pour le match case. Maintenant, vous allez voir que grâce au match case, on va pouvoir aller plus loin et notamment, en plus de pouvoir tester les données, là vous voyez qu'on teste uniquement la valeur qui est contenue dans la phrase, eh bien on va pouvoir tester aussi la structure des données qu'on passe ici. Et je vais faire cet exemple avec un dictionnaire. Donc là, je vais commenter cet exemple ici et je continue juste en dessous. On va imaginer qu'on a des personnes. Personne 1 et une personne, elle a des données, notamment un dictionnaire, avec un nom, par exemple Paul, et virgule, elle va avoir un âge, pourquoi pas, par exemple 20 ans. Ou bien on pourrait dire qu'on a récupéré les données des personnes depuis une base de données. Une base de données qui avait les données de telle façon, et puis aussi une autre base de données qui avait les données structurées d'une autre façon. Donc là, on va voir personne 1 et personne 2. Et donc, dans un cas, on va voir le nom et l'âge. On va dire que c'est Marc ici, 20 ans, et que Paul, il a 30 ans. Mais on va dire que lui, il va avoir un âge et aussi un métier. Et ça fait partie des infos. C'est structuré différemment. Et dans les infos, on avait directement un tuple avec l'âge et puis le métier. Par exemple, ingénieur informatique. Mais lui, Marc, il a directement la propriété âge qui arrive derrière. Très bien. On va créer notre liste de personnes. Personne. On va faire un tuple avec personne 1 et personne 2. Et le but du jeu, ça va être d'imprimer les informations de chaque personne. Mais vu que c'est structuré différemment, eh bien on va avoir un problème. En tout cas, pour chaque personne dans personne avec un S, 2 points, on pourrait ici faire le code avec des if. Par exemple, on va tester est-ce que la personne, elle possède une propriété info et est-ce que dans info, on a bien 2 champs? Ou bien est-ce qu'on a une propriété âge et tester également le nom, etc. Mais avec le match case, on va pouvoir faire tout ça de manière beaucoup plus simple. On va faire un match sur la personne et ensuite on va faire un case
Et dans le case, on va mettre la structure qu'on attend. Et par exemple, nous, on attend un dictionnaire qui possède un nom et qui possède un champ info, qui possède un tuple avec 2 informations. Et si, en effet, la personne elle a cette structure de données, eh bien, on va pouvoir extraire les données directement. Comment on fait ça? Eh bien, on va donner la structure. On va dire, voilà, moi, j'attends un dictionnaire qui a un nom. Et dans ce cas-là, s'il y a bien cette propriété nom, tu vas extraire cette donnée dans une variable qui s'appelle nom. À la fois, on va faire la correspondance des données, mais en plus, il va nous extraire les données directement. Virgule, et ensuite, on s'attend à avoir info, et dedans, on va avoir une structure de données de type tuple avec l'âge et le métier. On va bien avoir 2 champs. Et si tu as ça, 2 points, eh bien là, on va faire un print. On va dire Paul, donc là, je vais prendre le nom, virgule, âge, an, virgule, et le métier, ingénieur informatique. Vous voyez que ici on va boucler sur les personnes. Donc, la première fois, on va recevoir ça. On va regarder, tiens, est-ce qu'il y a un champ nom? Oui, je l'extrais dans cette variable nom. Est-ce qu'il y a un champ info? D'ailleurs, c'est info avec un S, sinon ça ne va pas fonctionner. Oui, il y a un champ info. Est-ce que dans ce champ info, on se retrouve bien avec un tuple avec 2 éléments? Oui, eh bien j'extrais bien l'âge et j'extrais le métier. Maintenant qu'on se retrouve ici, eh bien on a accès à ces différentes variables. Il a fait la correspondance et l'extraction des données. Ensuite, quand on va passer sur personne 2, il va regarder, tiens, est-ce que j'ai un nom? Oui, ok, ça c'est bon. Marc. Et ensuite, est-ce que j'ai info? Non, j'ai pas info. Je n'arrive pas à correspondre cette personne 2 avec cette structure de données. Eh bien, tant pis, je ne rentre pas ici. Là, vous voyez qu'on va pouvoir aussi gérer tous les autres cas. Case underscore, 2 points, print, format non supporté. Cette fois-ci, si je relance, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir Paul, 30 ans, ingénieur informatique, et format non supporté. Parce qu'on a bien eu la première personne, ça a marché. On a fait le case ici. Et puis, pour Marc, eh bien Marc, il n'est pas rentré dans ce cas-là. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, on est arrivé ici. Juste qu'on soit bien d'accord, ce match case, il est valable uniquement sur Python 3.10. Si vous n'êtes pas sur une version de Python 3.10, mais par exemple sur une version de Python 3.9 et que vous essayez de relancer ça, eh bien vous allez avoir une erreur. Vous voyez, il dit match personne, je ne connais pas ça. Il ne connaît pas le mot-clé match parce que c'est bien une nouvelle amélioration du langage Python. Et donc, les nouvelles fonctionnalités que je vous montre ici, elles sont valables uniquement sur la dernière version de Python. Si je repasse en 3.10, eh bien on voit que ça remarche bien. Ok, comment est-ce qu'on pourrait faire pour prendre en compte cette personne ici? Eh bien on va rajouter un autre case. Je vais juste recopier cette ligne et je vais dire que si tu vois que la personne a un nom et un âge, et là on va juste mettre âge, eh bien tu vas pouvoir afficher nom et l'âge et pas le métier. Et cette fois-ci, si je relance, eh bien j'ai bien Paul 30 ans ingénieur et Marc 20 ans. J'ai bien distingué les 2 formats de données. Maintenant regardez, si je mets ce case en premier, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien je relance, il me dit Paul 30 ans ingénieur informatique et Marc 20 ans. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, pourquoi? Parce que de toute façon, on a essayé de faire correspondre la personne 1 à ce case, mais ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas d'âge ici dans la personne 1. Donc il n'a pas pu le prendre en compte. On n'a pu matcher que celui-là. Par contre, si on imaginait qu'on avait aussi une personne numéro 3 qui était encore dans un autre format, par exemple Jean, lui il a un âge, par exemple 17 ans, et on a mis le métier directement ici, de point étudiant. Et bien si je relance, vous voyez que Jean, alors attention, il faut le rajouter ici, personne 3. Eh bien, si je relance, vous voyez que Jean, il s'affiche. Jean, 17 ans. Pourquoi? Parce que, quand on est arrivé ici, on a réussi à faire le match ici. Parce qu'on a bien réussi à extraire le nom et l'âge. Et même si on avait le métier en plus, eh bien, on l'a ignoré. C'est pas grave, ça a fonctionné. On a réussi à matcher avec cette structure. On a bien réussi à extraire les différents champs. C'est-à-dire qu'on va quand même l'accepter, même s'il a des champs en plus. Par contre, si je décidais de faire un case nom, âge, virgule, métier, que je prends le métier et que je l'affiche, bon, de la même façon qu'on l'avait fait ici. Là, je copie, je relance. Là, j'ai bien le métier. Bon, c'est pas un métier étudiant, mais peu importe. Étudiant, Jean 17 ans étudiant, ça a fonctionné. Mais par contre, si j'avais mis ce case en premier, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien là, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Si je relance, vous voyez que je n'ai plus le métier qui s'affiche pour Jean. Pourquoi? Parce que les cases, ça fonctionne comme un if-else-if. Si la correspondance a marché, eh bien on exécute le code pour cette correspondance et on ne fait pas la suite. On
On passe au cas suivant. Donc là, ce qu'il s'est passé pour Jean, c'est qu'on a vu, oui, on a réussi à extraire le nom, oui, on a réussi à extraire l'âge, donc on a fait ça, fin de l'histoire. Alors qu'on avait une meilleure correspondance ici, parce qu'on pouvait prendre en compte le métier. Mais on n'a pas eu la chance de rentrer ici, parce qu'on a fait la correspondance déjà à ce niveau-là. Donc faites attention à l'ordre des cases. Mettez les cas les plus particuliers au début. Voilà, si tu as ces 3 champs, tu fais ça. Si tu as nom et info, tu fais ça. Et si on se retrouve avec nom et âge, eh bien on fait ce cas-là. Je relance. Cette fois-ci, tout est bon. Et bien sûr, je pourrais très bien aussi avoir une personne numéro 4 qui n'a pas d'âge par exemple, Pierre, et je la rajoute ici. Eh bien dans ce cas, on aura format de données non supporté. On tombe dans ce cas ici. Autre chose que vous pouvez faire, vous voyez qu'on a Marc 20 ans, et par exemple on pourrait très bien avoir Émilie 16 ans. Donc là si je relance, pas de surprise. Attention à bien changer les numéros. Là j'ai fait un micmac, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire virgule personne 5. Ok, donc là si je relance, j'ai bien Marc 20 ans, Émilie 16 ans. Et bien dans ce switch case, vous pouvez aussi rajouter des conditions. Par exemple, on va dire que dans le cas où l'âge il est supérieur ou égal à 18 ans, on fait ça. Et s'il est inférieur à 18, on va faire autre chose. Bien sûr, on pourrait mettre un if à l'intérieur, parce qu'on peut mettre plusieurs lignes de code dans un case, on fait ce qu'on veut. If âge est supérieur ou égal à quelque chose, à ce moment-là, on affiche ça ou autre chose. Mais on peut le faire aussi directement au niveau des cases, c'est juste un exemple. Par exemple, je peux faire ça, if âge est supérieur ou égal à 18. Et sinon, si âge est strictement inférieur à 18, je vais rajouter, entre parenthèses, mineur. Et là, vous voyez que si je relance, ça va dire pour Émilie 16 ans, mineur. Mais on n'était pas obligé de mettre ce if ici. Parce que de toute façon, si on était sur cette structure de données, nom, âge, et qu'en plus, l'âge était supérieur ou égal à 18, on rentrait bien dans ce cas. Et si on avait été dans un cas avec la même structure de données, mais que l'âge n'était pas supérieur ou égal à 18, c'est-à-dire qu'il était inférieur à 18, on serait tombé là de toute façon. Donc c'est vrai que ici, on pourrait très bien supprimer ce if, et ça va marcher de la même façon. Toujours parce que l'ordre des if est important. Évidemment, si on avait mis le if à ce niveau-là, ça marchait plus, parce que c'est lui qui va capturer toutes les personnes qui ont cette structure. Donc on ne pourra plus faire la différence. Vous voyez que si je relance tel quel, bon, j'ai plus de différence entre majeur et mineur. Toujours les cas les plus particuliers, il faut les mettre d'abord. Ok, donc retenez que cette syntaxe match case peut vous permettre d'éviter d'imbriquer trop de if, else if, ou en tout cas de simplifier légèrement la syntaxe, mais aussi vous permet de parcourir des données plus facilement, notamment si vous avez des données qui ont différentes structures, et bien ça va vous éviter de rajouter beaucoup de tests, comme ici on aurait dû tester chaque champ. Est-ce que j'ai un champ info? Ah, si c'est le cas. Est-ce que j'ai bien un tuple avec 2 éléments dedans, etc. Ici j'ai un champ âge. Et si j'ai un champ aussi métier, bon, on aurait pu le faire avec des if, else if, mais on aurait dû écrire plus de code et on aurait eu une syntaxe moins concise que ce que je vous ai montré ici. C'est tout pour cette nouvelle fonctionnalité et on continue. On va continuer sur les nouveautés du langage Python 3.10, mais tout d'abord, si vous avez des questions, eh bien, posez vos questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Aussi, si vous souhaitez progresser rapidement avec le langage Python, eh bien, j'ai une formation complète qui vous permet de maîtriser ce langage et de l'appliquer à différents domaines. Vous retrouverez 5 parcours, plus de 50 heures de vidéos, 24 projets. C'est un achat unique et vous avez accès à tout. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Allez, on continue et on passe à l'amélioration des messages d'erreur. À tout de suite. Amélioration des messages d'erreur. Vous allez voir que parfois les améliorations, c'est pas forcément des nouvelles fonctionnalités au niveau du langage, mais ça peut être aussi des choses annexes, comme ici, les messages d'erreur. Et selon moi, cette amélioration est importante. Je vais vous montrer ça avec plusieurs exemples, mais tout d'abord, je vais repartir sur la version de Python 3.9, comme ça on pourra voir la différence avec la 3.10. Ici, je pars d'un exemple simple. Par exemple, on va avoir des noms. Je vais mettre Jean, Pierre, Jacques. Et là, je vais faire exprès de supprimer la parenthèse pour laisser le tuple ouvert. Et je vais faire un print non. Sur Python 3.9, quand on relance, bien sûr, on va avoir une erreur, parce que justement, on a oublié cette parenthèse. Mais l'erreur qu'on obtient n'est pas très explicite. Il nous dit, voilà, il y a une erreur de syntaxe sur le print. Bien sûr, si vous lisez juste l'erreur telle quelle et que vous vous concentrez sur le print, vous ne voyez pas que l'erreur, elle était avant. Et par contre, si on lance le même programme sur Python 3.10, eh bien vous voyez que le message d'erreur, il est différent. Pourtant, la raison, c'est la même. Mais là, il vous dit, attention, ligne 3, alors qu'avant l'erreur, c'était ligne 5.
Mais là, il dit bien, c'est ligne 3. La parenthèse n'a jamais été fermée. Vous voyez que c'est un message d'erreur beaucoup plus précis et beaucoup plus parlant. Donc là, c'est clair, on ferme la parenthèse. Et on va retrouver ça sur d'autres cas, notamment les chaînes de caractères non fermées. Si je dis non égale Jean et que je fais exprès de ne pas fermer les guillemets ici et que je fais un print de non, sur Python 3.9, on avait syntax error, end of line, while scanning string literal. Bon, c'est quand même relativement explicite déjà, mais sur Python 3.10, il nous dit attention, cette chaîne n'est pas terminée. Ok, je vous montre un autre exemple. Je fais a égale 10 et je fais un if a égale à 100 de point print toto. Là, qu'est-ce que j'ai comme erreur? Je vais sur Python 3.9, je relance, il me dit invalid syntax. Syntaxe invalide sur ce if. Pourquoi? Parce que j'ai mis un simple égal, alors qu'en programmation, tester l'égalité, c'est avec deux égales. Là, il me dit juste syntaxe error, et si je vais sur Python 3.10, je relance, il souligne toute l'expression et il dit, voilà, syntaxe invalide, peut-être que vous avez voulu dire égal égal. Alors, on va mettre égal égal, mais on va oublier de mettre les deux points ici. Encore une fois, sur Python 3.9, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a syntaxe invalide. Bon, c'est acceptable comme message d'erreur. Et si on va sur Python 3.10, eh bien, c'est un peu mieux. Il nous dit syntaxe invalide. On s'attend à un deux points. Bon, ce sont des petits détails. Et bien sûr, ici, j'ai travaillé sur des tout petits exemples. Mais quand vous avez tapé plus de code et puis que vous avez des messages d'erreur, eh bien, vous allez voir que cette amélioration va beaucoup vous aider parce que vous allez avoir des messages d'erreur plus précis, ce qui va éviter parfois de perdre beaucoup de temps parce que vous ne comprenez pas quel est le message d'erreur. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, eh bien, c'est vrai qu'avec un message d'erreur générique comme celui-là, si vous cherchez sur Google, vous n'avez aucune chance de trouver la résolution parce que ce message, il est trop générique, qui peut arriver dans plein de cas. Alors que celui-là, il est plus spécifique. On vous dit, voilà, clairement, il manque un deux points ici. Donc c'est sûr qu'à première vue, ça peut paraître pas grand-chose. Et selon moi, c'est un point important qui va vous éviter parfois de rester bloqué sur des erreurs qui n'étaient pas assez détaillées, pas assez explicites. C'est tout pour ce point et on continue. Je vais vous parler de l'union de types qui va permettre de simplifier la syntaxe dans certains cas. Par exemple, je définis une nouvelle fonction, on va dire opération spéciale, qui va prendre en entrée un paramètre, et ce paramètre, elle va retourner le carré, a fois a. On est d'accord que ça va marcher que avec les int ou les floats, mais pas avec les str. Vous voyez que si je fais un print de une opération spéciale, par exemple de 5, et que je relance, eh bien j'obtiens 25, ça marche bien. Par contre, si je passe Toto et que je relance, eh bien j'ai une erreur parce qu'on ne peut pas multiplier une chaîne de caractères. On est bien d'accord. Par contre, ça va aussi marcher avec les floats. Si je mets un nombre à virgule, 5.5, eh bien l'opération fonctionne. On connaît la fonction isInstance qui permet justement de vérifier par exemple que A c'est bien int. Et à ce moment-là, on pourrait dire si A c'est bien int, à ce moment-là, on fait bien le return de A fois A. Et sinon, print, on va dire mauvais type et on va par exemple retourner none. Vous voyez que cette fois-ci, si je mets une chaîne de caractères, que je relance, ça me dit mauvais type. Très bien. Si je mets 5, ça marche, j'ai bien 25. Et si je mets 5.5, bon, ça marche pas parce qu'on n'a pas pris en compte le float. On pourrait très bien le faire ici. IsInstance a de int ou bien or isInstance A c'est un float, A c'est un int ou bien A c'est un float, à ce moment-là ça fonctionne, là je relance et là vous voyez que en effet si je passe un float, eh bien ça fait bien le calcul, très bien. Jusqu'ici rien de nouveau et d'ailleurs si je vais sur Python 3.9, eh bien ça marchait aussi. Par contre la différence, ça serait d'avoir une syntaxe plus concise pour faire ça, en disant si A est une instance de type int ou bien float, et on va mettre directement le pipe ici pour dire ou float, eh bien à ce moment-là, on fait le calcul. Et là, vous voyez que si je relance sur Python 3.9, eh bien j'ai une erreur, parce que cette nouvelle syntaxe n'est pas prise en compte. Mais si je vais sur Python 3.10 et que je relance, eh bien ça fonctionne. Donc c'est juste une petite amélioration, et ça va fonctionner pas uniquement dans le isInstance, mais ça peut fonctionner ailleurs. Par exemple, notamment, sur la définition des fonctions, on peut indiquer quel est le type du paramètre en faisant deux points int. Alors c'est pas bloquant, c'est pas vérifié au niveau de Python lui-même. Là, vous voyez que j'ai mis int, si je passe un float, eh bien, ça va quand même s'exécuter. Ça, c'est juste à titre indicatif. Et certains éditeurs de code, comme PyCharm, par exemple, vont le prendre en compte et vont vous faire un avertissement en disant, attention, vous avez passé un float alors qu'on avait dit un int. Eh bien, dans ce cas-là aussi, vous pouvez dire, tiens, ça peut être un int ou bien
un float. Et ça aussi, c'est une syntaxe qui est valide. C'est tout concernant cette amélioration. Longueur des zips. Ici, on ne parle pas de fichiers zip, mais on parle des objets zip en Python qui permettent de mettre ensemble deux collections. Je vous montre un exemple. Je vais avoir des noms, Jean, Émilie, Paul, et je vais avoir des âges, 20, 30, 25. J'ai bien deux tuples et j'aimerais bien avoir une collection qui va associer les deux, c'est-à-dire Jean 20 ans, Émilie 30, Paul 25. Eh bien, je peux faire un zip. Z égale zip. Eh bien, je pourrais appeler ça nom et âge. Je vais zipper les noms et les âges. Si je fais un print de nom et âge, dans un premier temps, on ne va rien voir parce qu'on récupère un objet zip, mais on peut le transformer en liste. Et là, on va pouvoir voir ce qu'il a fait au niveau des données. Vous voyez qu'on se retrouve avec une collection, c'est-à-dire une liste qui va contenir des tuples. Et pour chaque tuple, on va avoir le premier élément de la première collection qu'on avait passée et le premier élément de la deuxième collection qu'on avait passée. Il a bien associé Jean à 20, Émilie à 30 et Paul avec 25. Donc c'est ça cette opération zip, et bien sûr c'était présent sur les précédentes versions de Python. Là vous voyez que si je relance sur Python 3.9, ça fonctionne bien. Mais maintenant on a un problème. Par exemple, si j'avais mis plus d'éléments dans une collection que dans l'autre, on imagine par exemple que je mette 40 ici, je mets un âge supplémentaire. J'ai 3 éléments et 4 éléments. Et bien là si je relance, il va ignorer ce quatrième élément. Ça veut dire qu'il faudrait à la rigueur, si je souhaitais vraiment tester le nombre d'éléments, et bien rajouter une condition pour tester le len de nom et le len de âge pour voir si on a le même nombre d'éléments. Et à ce moment-là, pourquoi pas afficher un message d'erreur. Mais le zip lui-même n'est pas capable de tester le nombre d'éléments, en tout cas sur les versions de Python inférieures à 3.10. Depuis la 3.10, il existe un nouveau paramètre qui s'appelle le strict. Quand vous passez strict à true, eh bien il va vous déclencher une exception, une value error, pour vous dire qu'il n'y a pas le même nombre d'éléments entre vos deux collections. Là, si je relance, il m'a dit attention. L'argument 2 est plus long que l'argument 1. L'argument 2, c'est âge. Il est plus long. En effet, on a 4 éléments. Il est plus long que l'élément 1 qui contient les noms. Et là, si vous regardez, il a déclenché une value error. Ça veut dire qu'on peut toujours gérer cette exception si on le souhaite. On peut très bien faire un try except, mais juste avant, je vous montre ce que ça donne sur Python 3.9. Vous voyez que si je relance sur Python 3.9, il ne connaît pas ce paramètre strict égale true. Il dit zip ne prend pas d'autres arguments. C'est bien une nouvelle fonctionnalité ici. Maintenant, si on souhaitait gérer l'exception, on peut très bien faire un try et un except sur la value error. Si on veut être plus spécifique, bien sûr, je vais mettre des tabs pour mettre le code à l'intérieur du try. Alors attention, à savoir, l'exception, elle n'est pas déclenchée à la création du zip, mais elle est déclenchée à l'utilisation du zip. Donc c'est à partir d'ici qu'il va déclencher l'exception. Value error, et là je peux faire un print, erreur, nombre d'éléments différents dans le zip. Ok, là si je relance, eh bien j'ai bien cette erreur, nombre d'éléments différents dans le zip, et si je remets le même nombre d'éléments, eh bien tout fonctionne bien. C'est tout pour cette nouvelle fonctionnalité, et on continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez la programmation et que vous voulez apprendre, eh bien abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton like. On va se retrouver très prochainement. Bon code et à bientôt.